Bienvenue pour cette petite série de vidéos consacrée à la régulation de process. Au menu, passage en revue des différents types de correcteurs, explication simple, sans trop d'équations. Et pour ça, je vais me servir d'un système de régulation de vitesse pour montrer les grands principes. Ici un grand classique, un moteur accouplé à une charge mécanique. De façon générale, un utilisateur veut que sa machine fonctionne le mieux possible. Pour ça, il faut réaliser la commande optimale. Dans notre cas, on va commander une valeur de vitesse. Allez, petite démo avec une simulation. Alors, pour commencer, je vais faire une commande directe, c'est-à-dire que la consigne utilisateur va être envoyée directement à l'électronique de commande du moteur. Et donc, si je demande une certaine vitesse, par exemple 100 tours par minute, cette vitesse est obtenue au niveau de la rotation. Si je demande 200, il va y avoir 200, 300, 300. Vous voyez que c'est proportionnel, hein. Et jusqu'à 1000, vitesse maximum, donc on demande 1000, commande 1000 et on a vraiment 1000 de rotation. Tout irait bien, sauf qu'un moteur ne tourne pas à vide, il y a forcément quelque chose d'entraîné et sur mon exemple, une machine quelconque là, qui va avoir une certaine charge mécanique, un couple résistant, et qui, couple résistant, va provoquer, comme c'est assez classique avec les moteurs électriques, une chute de la vitesse. Et on voit que plus on applique une charge mécanique importante, et plus cette chute de vitesse est importante. Dans mon cas, j'ai fait que lorsque l'on a une charge mécanique de 100%, la chute de vitesse est de 30%. On vient donc de voir que la commande directe ne permet pas de s'adapter à la charge. Dans mon exemple, une commande de 1000 donne vraiment 1000, mais on n'a plus 1000 lorsqu'on charge la machine. Par contre, si on a connaissance de ce qui se passe en réalité, on peut en informer la partie commande pour qu'une modification corrige le problème. La bonne vitesse est alors obtenue, conformément à la demande de l'utilisateur. Techniquement, il nous faut donc un capteur pour observer la vitesse réelle, capteur qui renvoie son information à un régulateur, régulateur qui calcule la meilleure commande pour satisfaire la consigne. Pour le calcul, une multitude de façons de faire. Commençons simple, une régulation proportionnelle. C'est-à-dire une commande d'autant plus grande que l'on constate un écart entre la valeur obtenue et la valeur désirée. Allez, petite démo. Maintenant, je vais fermer la boucle et donc on va faire une soustraction entre la consigne et le retour vitesse pour trouver une erreur et cette erreur va être directement la commande en vitesse de la machine. Je mets une consigne de 1000 comme tout à l'heure. On voit que le système se stabilise et il se stabilise mais à 500. On voit qu'il y a une erreur de 50%. On se dit, tiens, c'est étrange. Je vais diminuer un peu. Et on voit que, ça a l'air d'être proportionnel. Si je diminue encore, je vais mettre la moitié. On a 250. Donc, à chaque fois, on a toujours 50% d'erreur, quoi qu'on fasse. Alors, ce que l'on a observé, c'est une erreur en régime permanent, donc une erreur dite statique. Au niveau théorique, on peut représenter un schéma bloc de notre système. Sans charge, le gain, c'est le rapport entre la sortie et l'entrée du bloc. Donc, valeur 1 pour nous. Je rappelle que sans charge, 1000 de commande donnait 1000 de vitesse. Et même coefficient 1, quelle que soit la commande, 500 donne 500, 300 donne 300, etc. Avec une commande en boucle fermée, c'est plus compliqué. Mais on voit que 1000 de consigne ne peut pas donner 1000 de vitesse. Pourquoi? Tout simplement parce que si on fait le calcul, 1000 moins 1000 à l'entrée, ça donnerait 0 de commande, donc une demande d'arrêt du moteur, et donc pas 1000 en sortie.
Il existe pourtant un régime stable qui s'établit, on l'a vu tout à l'heure, à 500 dans notre cas. En effet, 1000 moins 500, ça donne 500, et 500 de commande, ça donne bien 500 de vitesse. Eh bien, on peut généraliser le résultat pour déduire la sortie pour n'importe quelle consigne. Il faut pour cela calculer le gain du système global en boucle fermée. De façon générale, un système asservi, c'est un gain dans la chaîne directe, je vais l'appeler G, un gain dans la chaîne de retour, je vais l'appeler H, et je vais noter epsilon, l'erreur. J'écris les équations dans la chaîne directe, chaîne de retour, je mixe les deux, et je trouve la relation entre la sortie et l'entrée. Cette formule est un résultat bien connu qui permet de calculer le gain en boucle fermée de n'importe quel système. On remarquera que la valeur trouvée est forcément plus petite que la valeur en boucle ouverte, vu que G et H sont positifs. Appliqué à notre cas, où G égale 1 et H égale 1, le retour unitaire, on trouve un gain en boucle fermée de 0,5, ce qui explique que 1000 de consignes ne donnent que 500 de vitesse. On vient donc de voir qu'il existe obligatoirement une erreur statique dans un système en boucle fermée. Je le remontre, une erreur ne peut pas être nulle, sinon le système s'arrêterait. C'est donc paradoxal, car si on veut que la vitesse réelle corresponde à celle désirée, il faut que l'erreur soit la plus petite possible. Pour résoudre ce problème, on va ajouter dans la boucle un bloc appelé correcteur. Il en existe de différents types. Commençons par le plus simple, appelé correcteur proportionnel. Son rôle est d'amplifier le signal d'erreur pour réaliser la commande. Si on insère le coefficient Kp dans notre système, le gain en boucle fermée a pour expression Kp sur 1 plus Kp. Et donc, plus la valeur de Kp est grande, plus on tend vers un système idéal où la sortie se rapproche de la valeur de consigne. Exemple, si je choisis une valeur de Kp de 9, le gain global est de 0,9, donc 1000 de consigne donne 900 de vitesse. Le régime permanent montre le retour de 900 qui engendre une erreur de 100 et donc une commande de 900. Le compte est bon et au final, on retrouve une erreur de 10% seulement alors qu'elle était de 50% sans correcteur. En poursuivant cette logique d'augmentation de Kp, on voit bien par exemple avec 19, ça donne un gain global de 0,95. Donc 1000 de consignes donne maintenant 950 de vitesse. Et au final, une erreur de 5%. C'est 2 fois mieux qu'auparavant. Allez, petite démo pour voir avec la simulation. Voici le système en boucle fermée sans correcteur, avec une consigne de 1000, un régime stabilisé à 500, donc 50% d'erreur. Je rajoute mon correcteur proportionnel, et je vais augmenter la valeur de Kp. Et donc, on voit que, eh bien, au fur et à mesure que j'augmente Kp, eh bien, l'erreur diminue. On le voit, 750. Si je continue, c'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Je mets le 9 que j'ai calculé tout à l'heure. On retrouve bien 10% avec un régime stabilisé à 900. Et ainsi de suite. Je peux continuer, c'est toujours de mieux en mieux. J'atteins le 19, par exemple, de tout à l'heure, avec les 5%. On remarquera bien sûr que ce système étant en boucle fermée, si maintenant j'applique une charge mécanique, il va y avoir compensation. On voit eh bien, que la commande augmente pour compenser la chute naturelle de vitesse. Et donc, si je mets une charge mécanique maximale comme tout à l'heure, on retrouve finalement 7%, donc en gros, juste 2% de perte d'erreur en plus, alors qu'on en avait 30% en boucle ouverte. Puisque je rappelle, je peux l'enlever, qu'on n'était pas à 930 en boucle ouverte, mais on était à 700, donc beaucoup plus d'erreurs qui n'étaient pas compensées. Autre point à signaler, c'est la rapidité à laquelle s'établit le régime.
Vous voyez que c'est pas instantané, normal, hein. Et je vais mettre un petit oscilloscope là pour voir ce qui se passe. Et donc on voit un régime s'établir au fur et à mesure du temps avec un certain retard. Je vais le quantifier en remettant à 0. On voit donc s'établir le régime avec un certain temps de réponse. On remarquera que le système en boucle fermée permet d'améliorer ce temps de réponse. Démonstration, je remets ma boucle fermée, correcteur de 1, et je mets 1000. Regardez, on voit que la réponse est plus rapide en comparaison. Une erreur importante parce que j'avais mis que 1 de correction. Alors vous allez me dire, oui, mais comme il n'y a que 1 de correction, on est allé qu'à 500, donc c'est normal que ce soit plus rapide. Non, en fait, ce raisonnement est faux parce que regardez, si je le remets normal et que j'augmente par exemple à 9, je mets 1000, vous voyez sans ambiguïté ici que l'on atteint une valeur importante, presque 1000, de façon beaucoup plus rapide que ce qu'on avait auparavant. Donc on se dit, c'est encore mieux, je vais accentuer et je vais augmenter comme tout à l'heure, puisque plus Kp est grand, mieux ça a l'air d'être. Et je vais mettre 19 et je vais faire pareil, une réponse. Et là, vous voyez que c'est rapide, mais par contre on peut se dire, mais tiens, il y a quand même un truc étrange là qui s'est passé. Je refais un petit zoom pour voir un petit peu ce qui se passe et regardez, en fait, la courbe verte qui correspond à la sortie du correcteur, montre que l'on a une sortie de correcteur très grande, puisqu'en fait, on multiplie l'erreur par un terme grand et on risque de dépasser. Et moi, j'ai mis une limitation ici à 1500 par exemple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'on a atteint ces limitations, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Vous voyez que la sortie du correcteur demande des valeurs très grandes, on les voit sinon à ce niveau-là. Et donc si je fais 1000, vous voyez qu'on dépasse et il y a toute une phase là, toute une durée où on est en limitation, c'est-à-dire que le système n'est plus linéaire, il est dit saturé. Donc, premier inconvénient que l'on voit au niveau du correcteur Kp, c'est que si l'on choisit sa valeur trop grande, on fait apparaître cette saturation. Je l'augmente encore plus, vous allez voir que c'est de plus en plus flagrant. Allez, franchement, 50. Vous voyez, limitation. Et regardez ce qui apparaît. On commence à voir apparaître un début d'instabilité, puisqu'en fait, le système ici, qui est bouclé, est très réactif et une moindre variation est amplifiée et on voit ce régime qui commence à devenir instable, avec des fluctuations au niveau de la vitesse et de la commande. Alors pour éviter cette instabilité, je vais revenir dans des valeurs raisonnables de gain. Voilà. Alors du coup, il y a un peu plus d'erreurs forcément, mais là au moins le système est stabilisé. Autre point que je voulais vous montrer, c'est lorsque l'on a du bruit au niveau du système, je vais le simuler avec ici une perturbation au niveau du capteur, au niveau de l'électronique, qui va générer un petit bruit. On le voit. Regardez, comme cette mesure revient sur l'entrée et qu'ensuite le correcteur la multiplie, on voit que ce bruit est lui aussi multiplié et va être source d'instabilité. Vous voyez la courbe verte en sortie du correcteur, forcément elle est 9 fois plus grande que l'erreur. Et donc c'est d'autant plus flagrant bien sûr que j'augmente le correcteur. Donc vous voyez que si j'augmente le correcteur, l'erreur statique se réduit, on se rapproche des 1000. Par contre, vous voyez que l'instabilité de la commande là aussi
se produit du fait de l'amplification d'un bruit dans la boucle. Alors, le système que je vous ai montré jusqu'à présent est en fait un système d'ordre 1 avec une certaine constante de temps. Alors, en théorie, vous allez me dire, c'est bizarre parce que quand on met une correction, même très forte, un système d'ordre 1 ne peut pas être instable, sauf en effet, attention, que dans mon cas, j'ai une correction ici qui est numérique et qui va introduire un très léger retard qui peut rendre instable. C'est le fameux bloqueur d'ordre 0 lié à l'échantillonnage. Bref, je peux, grâce à ma simulation, choisir un ordre différent, ordre 2 par exemple, avec des paramétrages quelconques. Je vais prendre celui-là et je vais vous montrer ce qui se passe sur un cycle pour mieux voir le comportement. Je vais d'ailleurs enlever la boucle, je vais me mettre en boucle ouverte et je vais faire une simulation. Voilà, sur 10 secondes. Donc on voit s'établir sans erreur, mais attention, si on applique une charge, eh bien, elle n'est pas compensée. Hein, donc, problème. Par contre, ça nous donne une idée du temps de retard. Voilà, sur un cycle. Et ensuite, eh bien, je vais faire une correction. Donc là, on voit système d'ordre 2, en boucle ouverte, on s'établit à 1000. Ensuite, ça retombe, etc. Je vais faire une correction, donc boucle fermée, correcteur 1, et on va voir maintenant ce que ça change en termes de comportement. Donc l'erreur statique est de 50%, on l'avait dit, quel que soit l'ordre du système. Par contre, on voit apparaître un dépassement qui caractérise l'instabilité dont je parlais tout à l'heure, qui est beaucoup plus marquée, bien sûr, avec un ordre 2. Je vais augmenter le temps de simulation, sinon on ne verra rien. 15. Donc on voit ce dépassement. Et bien sûr, si j'augmente la valeur du correcteur, on va augmenter l'instabilité, donc l'allure oscillante de la réponse. On va le voir. Juste une correction de 5, hein, vous voyez. Donc l'erreur maintenant est plus petite, mais par contre, vous voyez ce comportement. J'augmente encore, allez, 9 comme tout à l'heure. Et donc là, vous voyez que les dépassements sont de plus en plus marqués. Et bien sûr, plus j'augmente, et plus ça va être marqué. On voit la saturation qui est intervenue, et ensuite le régime oscillant qui apparaît. Regardons maintenant, voir ce qui peut se passer si, alors je vais remettre un gain normal de 1, si l'ordre du système est encore plus grand. Donc je vais mettre un ordre 3, c'est-à-dire le cumul du premier ordre et du deuxième ordre. Et on va voir la réponse de ce système avec déjà un correcteur de 1. On voit que l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, ne change pas l'erreur. Donc c'est toujours 500 en valeur finale si j'ai un correcteur de 1. Et par contre, on voit ici un temps beaucoup plus grand de réponse avec un dépassement important déjà avec un correcteur de 1. Je vais faire une augmentation. 5 de correcteur. Donc là, on voit de fortes oscillations. J'augmente encore. 9, tiens, 9. C'était un grand classique de tout à l'heure. Et on voit que là, on est vraiment très instable, juste à partir de 9. On peut mettre le zoom pour s'en rendre compte. Vous voyez la réponse. Même si je le stabilisais d'ailleurs, je vais le mettre en fixe, c'est-à-dire à 1000. Donc consigne fixe de 1000.
On s'établit avec un régime très oscillant. Et ce régime très oscillant ne s'atténue pas, ou que très peu. Et bien sûr, si j'augmente, ça devient de pire en pire. On voit bien, que l'oscillation maintenant augmente. Donc système là aussi complètement instable. Allez, petit bilan de la correction proportionnelle. Ici, la réponse d'un système en boucle ouverte. En boucle fermée, erreur statique importante avec Kp faible. Si on augmente Kp, il y a moins d'erreurs, mais la réponse peut devenir oscillante et même instable. Également amélioration de la rapidité avec Kp, mais effet limité par la saturation de la commande. En résumé, le choix de la valeur de Kp est guidé par un compromis entre stabilité et précision, le dilemme classique. On a vu donc que le correcteur P pouvait être insuffisant. Regardons maintenant celui que l'on appelle correcteur intégral. Il est toujours placé au même endroit, sauf qu'il génère une commande non pas proportionnelle à l'erreur, mais maintenant proportionnelle à la somme des erreurs. Pour ceux qui sont un peu fâchés avec les maths, je rappelle qu'une intégrale, c'est une somme, une addition, donc un cumul, ici de l'erreur au cours du temps. Dit autrement, tant qu'il y a de l'erreur, on ne maintient pas la commande comme auparavant, mais maintenant on l'augmente au fur et à mesure du temps. Qui dit augmenter dit que le gain équivalent du correcteur n'est plus fixe, mais variable suivant les situations. Après le régime transitoire, le correcteur va présenter un gain très grand, limite à l'infini, et donc multiplié par l'erreur, on va trouver une commande qui va automatiquement annuler cette erreur en régime permanent. Autre point à signaler, un correcteur intégral est caractérisé par une constante que l'on doit régler. C'est la valeur de TI, donc un temps en secondes. On peut assimiler en grosse approximation que cette valeur correspond au temps de réponse du correcteur. Allez, pour comprendre la logique du truc, je vais faire le calcul en pas à pas au cours du temps. Au départ, vitesse nulle, et on applique une consigne de 1000 sur mon exemple. Donc, erreur de 1000, et donc somme des erreurs aussi à 1000. En prenant TI à 10, on trouve une commande de 100. Donc, un gain équivalent du correcteur de 0,1. Si la vitesse est arrivée à 100 au bout d'un certain temps, que j'appelle dt, on a maintenant une erreur de 900 qui s'ajoute aux 1000 précédents, donc 1900 pour la somme des erreurs. Ce qui donne 190 de commande et 0,21 de gain équivalent pour le correcteur. Même démarche de calcul au dt suivant, la vitesse augmente, l'erreur diminue. Encore un coup après, on voit que le gain continue de croître et l'erreur diminue. Encore un coup après, je passe vite, maintenant 100 ΔT plus tard. L'erreur est de plus en plus petite, la somme est arrivée à 9999. Et le gain équivalent du correcteur est devenu très grand. Encore beaucoup plus tard, à 200 ΔT, l'erreur est quasi nulle, compensée par un gain gigantesque. Avec Excel, on peut faire le tracé de l'évolution au cours du temps et on voit bien la tendance pressentie auparavant. Tracé ici de la somme des erreurs, donc le fameux terme appelé intégral, dont la limite, 10 000 pour notre exemple, qui n'est autre que la surface sous la courbe de l'erreur. Valeur qui est liée au choix de TI, bien sûr,
Eh ben, petite démo avec le simulateur pour voir quelle est son incidence. Je prends un système d'ordre 1 tout simple, constant de temps de 1 seconde. Si je fais juste une correction proportionnelle avec un gain de 1, ça me donne une réponse comme ça. Donc on voit une erreur statique très importante. Eh ben, je vais la montrer d'ailleurs l'erreur, puisqu'on voit que cette erreur, qui était nulle au départ, eh bien en fait elle est constante, et donc si on cumule toutes ces erreurs, donc ça revient à faire le calcul sur cette surface, eh bien ça veut dire que l'on va augmenter la commande tant qu'il y a de l'écart, c'est-à-dire tant qu'il y a de la surface à cet emplacement. Je vais maintenant annuler la correction proportionnelle et je vais placer un intégral, par exemple, de 1 seconde. Et c'est parti, réponse pour une consigne de 1000. On voit donc que l'erreur était importante au début, mais que, eh bien, du coup, par l'effet de ce cumul, on a atteint et on tend à annuler cette erreur. Je le remontre avec l'autre courbe. On voit, je vais l'arrêter. On voit bien que la commande a été plus importante de façon à annuler l'erreur. Je vous montre avec une autre valeur pour voir l'effet de cette valeur en secondes. Alors, je remets l'erreur et je vais mettre par exemple 3 secondes. Je remets à 0. Donc là, c'est retour à la position 0. Mais vous voyez que là, maintenant, il n'y a plus de dépassement. Il n'y a plus de dépassement. Je le remontre. Consigne de 1000. Progressivement, vous voyez cette valeur ici qui augmente jusqu'à annuler l'erreur. Et donc, on tend obligatoirement vers la valeur 1000. Et ça, c'est d'autant plus vrai que je peux perturber le fonctionnement avec une charge mécanique et on voit que cette charge est compensée et que l'on retourne obligatoirement, vous voyez, quelle que soit la charge mécanique, à une position d'équilibre qui correspond à la position de consigne. On le voit. Alors, tout dépend du temps que l'on met au niveau de la réaction. C'est pour ça que si je mets trop, si je mets 10 secondes, ben, ça me mettra très longtemps à réagir. Je le fais. Vous voyez que ça compense, mais ben, c'est long. Donc, on se dit, ben, il ne faut pas le faire trop long, forcément. Et donc, tout naturellement, on va réduire au minimum cette action pour que la réponse soit la plus rapide possible. Je remets ça en charge, ce sera plus facile à interpréter. Voilà, je remets à 0. Donc on retrouve l'état 0. On voit que maintenant il y a un petit dépassement là. Et bien du coup, je vais continuer à diminuer. Je vais mettre 0,5 par exemple. Et là, vous voyez que là, ça commence vraiment à être oscillant, hein. Dépassement important. Alors, je peux mettre les limites. Vous allez voir que ça n'agit pas sur les limites, hein. Je mets encore une autre valeur. J'exagère complètement. 0,1. Je remets à 0. Et là, vous voyez que, on arrive toujours à la valeur finale, mais de façon très oscillante. Pourtant, le système est d'ordre 1, hein. Et donc, attention, bien sûr, au réglage de cette intégrale, parce que si l'ordre du système était plus important, voilà, consigne de 1000. Donc vous voyez que là c'est très oscillant, limite on n'a pas failli revenir d'ailleurs. Et donc là vous voyez que du coup il faudrait faire un petit peu différemment parce que là il est trop bas. Peut-être mettre 3 secondes, mais pour le coup ça ralentit complètement l'ensemble. Donc il y a bien sûr un compromis à trouver.
Là, je remets à 0 pour vous montrer. Avec 3 secondes. Toujours pas stabilisé. Donc, il faudrait augmenter. Je le fais jusqu'à 1000 par exemple. Donc là, très ralenti. L'intégrale ralentit l'évolution. Mais limite maintenant le dépassement. Et à la fin, on se stabilise toujours à la bonne valeur. Après quelques oscillations, bien sûr. Allez, petit bilan de la correction intégrale. Je montre ici un exemple de réponse d'un système en boucle ouverte, juste avec une correction proportionnelle, présence d'une erreur. Avec un correcteur intégral, plus de problème d'erreur, et ça, quel que soit le réglage de TI. Erreur toujours nulle. Mais TI rajoute du retard, donc pas le prendre trop grand. Et attention, pas trop petit non plus, sinon risque d'instabilité. En résumé, intégral parfait pour améliorer la précision, mais attention car il ralentit le système et peut le rendre instable. Maintenant, le dilemme, c'est entre stabilité et rapidité. Tout naturellement, on sent qu'il va être intéressant d'associer les corrections P et I pour cumuler leurs avantages. Alors, il existe une première structure dite parallèle où les deux actions sont séparées et s'ajoutent. La fonction de transfert mathématique en Laplace fait donc apparaître une somme. C'est ce que je vais utiliser dans la simulation. Pédagogiquement, c'est plus simple de montrer séparément les effets de P et de I. Sinon, il existe une structure dite mixte, plus utilisée industriellement, où le proportionnel est commun aux deux actions. Il agit donc aussi sur l'intégrale. Formule où Kp est en facteur. Allez, petite démo avec le simulateur. Je vais prendre par exemple un gain proportionnel de 1. Souvenez-vous tout à l'heure, ça nous amenait à 500 de vitesse, donc 50% d'erreur. Erreur que l'on va du coup compenser en rajoutant un intégral, par exemple à 1,5 secondes. Je lance le fonctionnement. On voit bien qu'en effet, on ne va plus à 500, mais on va jusqu'à 1000, la valeur désirée. On y va plutôt lentement et on peut se dire on va rajouter un petit peu de dynamique pour améliorer la rapidité. Et donc pour ça, je peux jouer sur le correcteur proportionnel. Donc je vais l'augmenter tout simplement et je vais mettre par exemple 5. Et on va regarder le résultat. Donc en effet, beaucoup plus rapide. Et ensuite, on voit l'intégrale qui se traîne un petit peu là. Donc on rejoint bien 1000, mais un petit peu trop lentement. Donc je vais accélérer un petit peu. Donc je vais réduire le TI de l'intégrale. Et on va voir ce que ça change. Et là, on voit, regardez, la réponse est rapide. On atteint la valeur finale. On se stabilise à 1000 et l'erreur est de quasiment 0. 0 en régime permanent. Donc tout va bien, c'est OK. Sur l'exemple précédent, on n'avait pas de problème de stabilité. La correction PI a été très efficace. Mais pour des systèmes à tendance instable, on peut être amené à utiliser un autre type de correcteur, avec cette fois une action dérivée. Ce correcteur est placé comme les autres après le calcul d'erreur. Sauf qu'il génère une commande maintenant proportionnelle à la dérivée de l'erreur. Pour les gens fâchés avec les maths, je rappelle qu'une dérivée correspond à un taux d'accroissement, à une variation, donc la pente d'une courbe au cours du temps. Dit autrement, on commande le système d'autant plus qu'il y a des variations de l'erreur. Prenons un exemple. À t égale 0, ici vitesse nulle, on applique une consigne de 1000. Donc erreur de 1000, en considérant un dt, qui est en fait la période d'échantillonnage du correcteur égale à 1 seconde, par exemple, la variation vaut donc plus 1000.
En considérant un correcteur avec un TD égal aussi à 1 seconde, on trouve donc une commande de 1000. Donc un changement brutal, car on était à 0 avant. Ceci est parfois appelé l'effet coup de pied du correcteur D. Du fait de cette commande, la vitesse va augmenter. Par exemple, elle vaut 100 au bout d'une seconde. Donc maintenant, une erreur de 900, soit une variation de moins 100, car on était à 1000 auparavant. Et donc une commande de moins 100, et donc une demande de ralentissement. Effet aussi appelé de la blonde en tailleur qui veut ralentir. Non, je déconne. Autant l'effet coup de pied, c'est vrai, la blonde par contre, c'est une blague. Mais ça n'empêche pas que l'on va vraiment demander à ralentir. Et donc, encore une seconde plus tard, la vitesse a forcément baissé. Par exemple, 90 maintenant. Donc, erreur de 910, soit une variation de plus 10. Et ça donne une commande positive de 10. Donc, une nouvelle poussée, mais cette fois beaucoup plus petite. Bon, je vais m'arrêter là pour la démo, mais vous aurez sûrement compris qu'après, ce sera le retour de la blonde, puis du coup de pied, etc., etc. Allez, regardons la simulation pour voir. Voici mon système en boucle fermée, je ne mets pas de correction P, je ne mets pas de correction I, 0, et je mets le D à 1 seconde. Consigne de 0 pour l'instant, vitesse de 0, et je mets 1000 maintenant de consigne. On voit que la vitesse monte, mais ne va pas à 1000 bien au-dessous. On voit qu'elle retombe même à 0. Je vais faire un zoom pour voir ce qui s'est passé. Je vais l'arrêter et je vais zoomer. Eh bien, regardez ce que j'ai indiqué tout à l'heure. La vitesse a augmenté, effet coup de pied. Ensuite, ralentissement, nouveau coup de pied, mais plus faible. Nouveau ralentissement plus faible. Au final, la vitesse retombe à 0. Donc, conclusion, un correcteur dérivé tout seul ne sert absolument à rien. On voit même qu'il introduit de l'instabilité, ce qui est vraiment l'inverse de ce qu'on est censé faire avec ce type de correcteur, puisque vous allez voir par la suite qu'il est censé améliorer justement la stabilité. Donc on va l'associer à autre chose, notamment avec un correcteur proportionnel. Alors pour comprendre le vrai effet d'un correcteur D, commençons par regarder lorsqu'il est associé à une correction P, donc proportionnelle à l'erreur. Commande ayant la même allure que l'erreur, juste un coefficient entre les deux courbes. Si je mets en plus la correction D, je vais augmenter la commande si la variation de l'erreur est positive. La flèche ici qui monte. Ça donne donc l'effet coup de pied, un boost de la commande. Par contre, si l'erreur diminue, le correcteur D va maintenant réduire la commande. Pas besoin de développer plus pour comprendre que l'action d'un correcteur D va réagir aux variations pour les atténuer et lisser la réponse. Comme dans la formule CdV sur dt où on a un lissage de la tension pour un condensateur, ou le LdI sur dt, là aussi un terme avec une dérivée pour le lissage du courant avec une inductance. Prenons un autre exemple et regardons une voiture qui roule à vitesse constante. La dérivée d'une constante, ça donne 0. Donc si la commande utilisait une action dérivée, celle-ci serait sans effet. On continue comme ça, puis arrive maintenant une portion à 110. Le conducteur va donc accélérer pour atteindre les 110. Ensuite, il lève le pied pour s'y maintenir. Un grand classique, l'action est proportionnelle à l'erreur. Regardons le cas d'un autre conducteur, plus nerveux, avec une voiture trop puissante. S'il accélère trop fort, il va dépasser le 110 et donc être obligé de freiner pour retrouver le 110 et continuer. Au niveau de l'erreur, une valeur négative apparaît maintenant qui correspond au freinage. Regardons ce qui se passe si on ajoute une action dérivée à la commande du moteur. Dès le panneau 110,
donc une variation de plus 20, on donne un coup de boost au moteur. Et au fur et à mesure que la vitesse augmente, l'erreur diminue et on anticipe la décélération pour éviter de dépasser les 110 et donc de freiner. Au final, le système est plus rapide et plus stable. Mais bien sûr, attention, il ne faut pas mettre trop d'actions dérivées. Sinon, on crée aussi de l'instabilité. Allez, démo avec le simulateur. Je prends maintenant un système légèrement oscillant, d'ordre 2 minimum donc, avec une correction proportionnelle, par exemple à 3. Sa réponse est la suivante. On voit un régime oscillant s'établir. Je le remets à 0. Et maintenant, je vais appliquer une correction D, par exemple de 1 seconde, et je remets la consigne. Et là, vous voyez que le dépassement et l'oscillation est beaucoup moins marqué. Je vais arrêter pour analyser ça. Vous voyez clairement que la commande, c'est-à-dire la courbe verte, sans correcteur D est beaucoup plus importante et donc cet effet de réduction a permis de limiter le dépassement. On voit d'ailleurs, je remets, que les deux effets se compensent, si je peux dire, c'est-à-dire que lorsqu'on a le proportionnel qui est positif, on a une réduction par l'action dérivée. Et bien sûr, cette action est d'autant plus marquée que je vais augmenter le D. Je remets à 0, je lève ça, je mets 2, et là on voit encore plus de réduction, donc encore plus de limitation de l'oscillation. Par contre, si j'augmente exagérément la correction D, je mets, je sais pas, par exemple 20, on voit apparaître, vous voyez ici, une instabilité sur la réponse, mais surtout sur la commande, où on voit ici une commande complètement instable. Autre point à signaler, c'est lorsque l'on a du bruit dans la boucle, lié par exemple à l'électronique, au capteur, donc je vais simuler, on voit apparaître, même pour une petite correction D, ici, là aussi, une instabilité. On la voit, je la montre ici, vous voyez. On peut démontrer qu'une correction D amplifie les hautes fréquences et donc va poser un problème si jamais on a ce bruit, puisqu'il est amplifié. Et donc, vous voyez que si j'augmente encore le D, là, ça devient vraiment problématique. Allez, petit bilan de l'action dérivée. L'avantage du correcteur, c'est d'apporter de la stabilité sans dégrader la rapidité, qu'il peut même aussi améliorer. Par contre, s'il est mal réglé, c'est l'inverse, il va apporter de l'instabilité. Attention également à l'utilisation sur des systèmes avec du bruit, car le correcteur amplifie le gain haute fréquence de la boucle du système et le rend beaucoup plus sensible à ces perturbations. Allez, pour terminer, la totale, correction cumulée P, I et D. Plusieurs façons d'assembler ces corrections. Avec un PID dit parallèle, les trois actions sont séparées et s'ajoutent. La fonction de transfert mathématique en Laplace fait apparaître une somme. C'est ce que je vous ai montré dans les simulations précédentes. Pédagogiquement, c'est plus simple de voir les effets séparément. Je passe sous silence le PID série, très peu utilisé, et je vous montre une autre structure, elle, très utilisée. C'est le PID mixte, où le proportionnel est commun aux trois actions. Il agit aussi sur l'intégrale et le dérivé. Donc formule où Kp est en facteur. La question maintenant, c'est comment faire pour bien régler les trois correcteurs? Tout dépend du besoin évidemment, donc il faut un cahier des charges précis avec les 4 performances attendues. Autre point à connaître, c'est le type d'asservissement sur lequel on travaille, ou plus précisément la classe du système.
Il s'agit du nombre d'intégrations pures dans la fonction de transfert en boucle ouverte. Exemple pour la classe 1, donc une intégration qui peut être naturelle entre vitesse et position, ou encore une régulation de niveau avec commande en débit. Autre point, c'est l'ordre du système qui correspond au degré de la fonction de transfert, donc indirectement au nombre de constantes de temps du système. Exemple avec une motorisation ayant une constante de temps élec et une autre méca, ça donne un système d'ordre 2. Sinon, pour ceux qui sont toujours fâchés avec les maths, un petit visuel ici pour montrer le lien entre classe et précision d'un système. Classe 0, c'est pas bon, erreur statique et de traînage. Classe 1, pas d'erreur en régime permanent, mais traînage constant. Et classe 2 ou supérieure, pas d'erreur statique ni de traînage. Par ailleurs, quel que soit l'ordre du système, on peut avoir de l'erreur. Mais plus l'ordre augmente, plus le risque d'instabilité augmente aussi. Ordre 2, juste des dépassements, à précision égale. Pour les ordres 3 et plus, toujours de l'erreur, mais le système peut même devenir divergent, instable, avec des sorties qui peuvent s'accroître dangereusement jusqu'à la casse du matériel. Pour revenir à la stratégie de réglage, 3 approches possibles. Pour les bons en maths, une multitude de techniques connues. Dans tous les cas, il faut connaître les équations qui régissent le comportement du système, donc la fonction de transfert en Laplace. Autre approche, c'est de faire des essais sur le système sans correction, puis en fonction des résultats, on applique des formules toutes faites. Je vous montre par exemple la technique de Ziegler-Nichols. Alors, c'est une méthode qui ne date pas d'hier, 1947 pour les premières publications, et plusieurs techniques selon Ziegler-Nichols. La plus connue est celle des oscillations, aussi appelée pompage ultime. Le système est alors testé en boucle fermée avec une consigne constante et on augmente le gain proportionnel, appelé ici KU, jusqu'à obtenir une sortie oscillante d'amplitude constante. KU trop petit, ça s'atténue, KU trop grand, ça diverge, donc il faut trouver le bon gain entre les deux. On note KC ce gain critique et T0 la période des oscillations. Et ensuite, juste besoin de faire une application numérique avec les formules données pour trouver la correction désirée. Et enfin, autre méthode, on y va à tâtons, on laisse parler l'expérience. Généralement, on commence par le correcteur P, réglé au plus bas, puis on l'augmente jusqu'à la limite de l'instabilité, des dépassements de l'ordre de 10 à 20%. Puis si on a de l'erreur, correction I, on commence avec TI grand, donc réponse lente, puis on le réduit petit à petit pour améliorer la rapidité. On s'arrête quand la correction commence à rajouter de l'instabilité. Et enfin, réglage du D pour corriger d'éventuels dépassements ou début d'instabilité. Allez, petite démo. Je prends un système, par exemple, d'ordre 3 avec des coefficients quelconques pris au hasard et je vais essayer de voir le comportement. Donc, je sollicite mon système entre 0 et 1000 de façon périodique. On voit bien que ça se passe bien avec une commande pour l'instant en direct. Attention, parce que cette commande en direct ne réagit pas aux variations, notamment liées à la charge, aux perturbations liées à la charge. Et par exemple, si je mettais une charge mécanique, on n'atteindrait plus les 1000. Mais là, vous voyez qu'on atteint autre chose et que ce n'est pas compensé. Donc, si la charge change, du coup, le comportement ne se régule pas. Donc, on va faire une commande en boucle fermée. Je mets en boucle fermée avec un correcteur de 1. Je vais mettre un correcteur, alors non pas parallèle, mais mixte, où l'action de P sera commune à tout le monde. On voit que l'erreur est devenue importante, je l'avais expliqué auparavant. Et je vais chercher à améliorer ça. Première étape, ça consiste à augmenter le correcteur
la correction proportionnelle, j'en mets plus. Donc l'erreur est plus petite. Par contre, on voit cet effet oscillant qui a été augmenté. Si je mets 3, ce sera forcément encore pire. Donc là, je dis: «Ouh là, je suis allé trop loin. Je ne peux pas aller au-delà». Donc je vais rester à 2 et je vais essayer de voir comment améliorer. Donc là, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est l'erreur qui est vraiment importante. Donc je vais mettre une correction intégrale. Je commence avec un I grand, 10 secondes par rapport à mon système dont les constants de temps, vous voyez, le temps de réponse sont bien inférieurs. Je mets plus grand pour que cet effet ne soit pas très important et significatif, pour pas perturber et déstabiliser. On voit l'effet de l'intégrale qui est très lent, normal, donc on se dit je peux y aller franchement, donc je vais réduire. On va voir l'effet de l'intégrale qui va être plus rapide. C'est pas encore significatif, je suis loin du compte là, donc je vais redescendre complètement, 1 seconde. Au risque bien sûr de rendre instable, hein. On va regarder, on commence à voir un petit peu là et en effet, là ça répond bien, mais ça devient instable. Donc je me dis: c'est pas mal, il faudrait un petit peu réduire cette instabilité». Alors j'ai 2 façons de faire, soit je joue sur le P, soit j'augmente le D. Alors je vais faire un peu des 2. Je commence par réduire le P, 1,5. Donc vous voyez que c'est pas si mal là, c'est pas si mal. C'est un petit peu encore lent, donc je peux améliorer encore, 0,5. On voit toujours ces oscillations, mais c'est pas très gênant parce que j'ai pas encore activé le D. Donc là, ça a l'air bien rapide. Je vais mettre du D. Je mets par exemple 1 seconde. Et là, on voit, là pour le coup, 1 seconde, l'effet de pompage, c'est-à-dire que je suis trop loin. Il faut que je réduise cette valeur, 0,5. Donc là, ça a stabilisé. Il y a quand même un dépassement. On va voir comment ça se passe. Ouais, il y a un dépassement, donc je peux réduire encore. Je vais aller bien plus bas, 0,2. Et donc là, c'est pas mal, hein. Un dépassement, mais il n'empêche que ça se comporte bien. Je mets 0,1 par exemple. Là, ça risque de redonner de l'instabilité. On le voit, donc c'est peut-être un peu exagéré. Ouais, c'était mieux avant, 0,2, 0,2. Si je regarde au niveau du comportement vis-à-vis d'une charge mécanique, on voit que quand je vais solliciter le système, il va corriger automatiquement. Je mets n'importe quelle charge, 70% par exemple. Et on voit que ça se comporte bien, même si j'ai des variations de la charge, elles sont compensées dans un temps relativement court, donc tout va bien. Ok, donc ça c'était une méthode un petit peu pas à pas avec de l'intuition. Si on essaye de voir la méthode de Ziegler-Nichols appliquée à ce système, elle consiste à faire quoi? Elle consiste dans un premier temps à fixer la consigne, j'enlève le cycle là, donc je le fixe à 1000 par exemple, j'enlève les corrections I, les corrections D, et j'augmente progressivement le proportionnel jusqu'à rendre le système instable. Donc c'est parti, je mets 2, ça se stabilise, je mets 3, c'est plus oscillant, mais ça se stabilise quand même, je mets 4, ah, là c'est oscillant, si j'essaye 5, 5 c'est trop, c'est oscillant mais divergent, on voit que ça s'amplifie. Donc la bonne valeur, dite critique, c'est la valeur 4 qui permet d'avoir des oscillations maintenues. On va donc conserver cette valeur de 4 et je vais mesurer le temps, c'est-à-dire la période. Je vais bloquer le truc. On va faire un zoom.
et on voit une période d'environ 0, un peu moins d'une seconde. Allez, je vais prendre 0,9 secondes pour faire le calcul. Alors, je l'ai déjà préparé, ça ira plus vite. Donc, j'ai un gain de 0, un gain de 4, pardon, ce qui me donne différentes combinaisons. J'essaye juste avec le proportionnel. Proportionnel, ça fait 2. Je remets le comportement cyclique pour voir comment ça se passe. Donc là, on a de l'erreur, normale, puisqu'il n'y a pas d'intégrale. Et du coup, on se dit c'est pas suffisant pour notre cahier des charges si on voulait annuler cette erreur. Donc je vais aller chercher un proportionnel intégral où je vais mettre 1,8, 1,8 comme c'est préconisé et 0,75. Voilà, et là on voit un comportement où on a l'erreur qui est annulée. Par contre, c'est bien nerveux, hein. C'est bien nerveux. Donc on se dit, il faut compléter ça avec du dérivé. Donc soit je mets rien, 0, 0. Alors c'est pas vraiment 0, hein, c'est plutôt l'infini. Moi j'ai fait en sorte que 0 corresponde à inactif, mais en théorie il faudrait mettre infini pour que l'intégrale soit inactif. Et la préconisation, c'est de mettre 3,2, si je mets une correction juste dérivée, 3,2 et des préconisations 0,11. Voilà. Donc ça, c'est Ziegler-Nichols. Donc on voit cette correction-là. Donc c'est pas instable, mais bon, il n'empêche qu'il y a quand même de l'erreur. Donc là, pour le coup, il nous faut l'ensemble des 3 comme on l'avait pressenti auparavant. Donc je vais mettre le Ziegler-Nichols classique qui est nerveux, hein, c'est les formules de base de Ziegler-Nichols rendent les systèmes vraiment très réactifs. On a des overshoots. Overshoots, c'est des dépassements importants généralement avec les valeurs des formules. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez que la réponse est quand même avec des dépassements. Si on veut quelque chose de un petit peu plus souple, on ajuste les coefficients avec l'autre formule. Donc ça nous donne 1,2, 0,45 et un petit peu de 0,15 ici. Voilà. Et là, on retrouve un comportement, comme on l'avait un petit peu intuité tout à l'heure, hein, puisque les valeurs sont proches, avec un seul dépassement, une correction, plus d'erreurs. Si, bien sûr, on crée une perturbation, vous voyez qu'elle est compensée. Donc là, le comportement est relativement bon. Allez, je m'arrête là pour les principes généraux. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment mettre en œuvre tout ça dans TIA Portal.